Oui. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé à l'initiative de Monsieur Éric Pélisson, préfet de la région Occitanie en charge de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté sur le thème de la santé mentale et plus particulièrement de la santé mentale et du travail à destination de professionnels au contact de personnes qui rencontrent des problèmes de santé mentale ou des troubles psychiques. Bienvenue à vous tous, vous êtes très nombreux à nouveau pour cette rencontre et on s'en réjouit car on souhaite pouvoir partager avec le plus grand nombre des savoirs d'expérience et de terrain sur le thème de la santé mentale pour lutter contre la stigmatisation et faire avancer le sujet dans la société et le monde du travail. Donc, soyez les bienvenus. Je suis Claire Leroy-Atala, je travaille pour la Fédération Santé Mentale France, qui est le partenaire de la région Occitanie pour l'organisation de ces webinaires. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille sur les questions d'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées psychiques, de rétablissement aussi en psychiatrie et je suis l'auteur d'un livre sur les troubles psychiques au travail qui est sorti à l'automne aux éditions Payot. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour 1h30. On prendra un premier temps d'éclairage et de rappel sur la santé mentale et les enjeux de la santé mentale au travail. Puis, je passerai la parole à nos invités du jour, qui sont une équipe d'invités. Vous allez vite comprendre pourquoi. Vous entendrez Pierre Beau, qui travaille chez Leroy Merlin et qui vous parlera de son parcours et son parcours de rétablissement et de rétablissement professionnel. Karen Xavier, qui est responsable des ressources humaines chez Leroy et Merlin, également dans le magasin de Béziers. Il y a Élodie Dupuis qui partagera son expérience en tant que manager et collègue, ainsi que Marie-Charlotte Jean, qui a accepté de témoigner des aménagements, adaptations des postures en tant que manager dans le monde du travail. Et puis Cécile Dumange, qui est job coach à la plateforme d'emploi accompagné de la PSH 34 et qui est un peu une chef d'orchestre du parcours de réinsertion professionnelle de Pierre au sein des équipes de Leroy Merlin et qui témoignera de son travail d'accompagnement à la fois de Pierre et des équipes sur le terrain chez Leroy Merlin. Merci infiniment à vous 5 de vos témoignages, de votre apport de connaissances et de votre expérience que vous avez accepté de partager avec beaucoup de générosité à nouveau aujourd'hui. Merci infiniment. Et puis, on terminera par un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va essayer de faire au mieux pour répondre à un maximum de questions. À la fin, on prendra le temps de lire vos questions et d'y répondre tous ensemble. Voilà, donc si ça vous convient comme programme, je vous propose de démarrer tout de suite et de commencer par un rappel sur les enjeux de santé mentale et finalement qu'est-ce que c'est la santé mentale et pourquoi on en parle aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on peut repartir de la définition qui a été donnée par l'OMS de la santé mentale, qui est la suivante. La santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Cette définition de l'OMS, elle est intéressante parce qu'elle nous parle de finalement une vision de la santé mentale qui n'est pas uniquement médicale, mais qui nous parle finalement de notre vie quotidienne à 3 niveaux. Un premier niveau qui est celui du ressenti, de notre subjectivité, qui est lié à nos histoires, et qui est ce ressenti de bien-être
qui n'est pas forcément lié au fait de ne pas avoir de problème, mais qui est un ressenti de bien-être qui nous permet de faire face à la vie quotidienne et toutes les exigences que ça suppose et les tensions auxquelles on doit faire face. Et donc, c'est une forme de ressenti finalement de confiance aussi dans sa capacité à traverser ça. Ce qu'elle nous dit aussi, cette définition, c'est que la santé mentale, c'est une capacité à adopter des stratégies comportementales pour faire face à ces difficultés du quotidien qu'on peut rencontrer, pour mener une vie active et pour prendre une place dans la société. Donc, être en bonne santé mentale, c'est aussi trouver sa place dans le monde dans lequel on est et c'est contribuer à un effort collectif qui dépasse notre personne. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que cette définition de la santé mentale, elle nous concerne nous en tant qu'individus, mais aussi l'environnement dans lequel on évolue. Et pourquoi l'OMS a travaillé un certain nombre de messages depuis ces 10-15 dernières années autour de la santé mentale, c'est parce que finalement, on a un peu oublié, délaissé cette santé mentale au profit de messages de santé publique qui étaient très tournés vers la santé physique. Donc, on a beaucoup entendu qu'il ne fallait pas trop boire d'alcool, on a beaucoup entendu qu'il ne fallait pas trop fumer au risque d'avoir des cancers, on a entendu qu'il fallait qu'on fasse 10 000 pas par jour, qu'il fallait qu'on mange des fruits et des légumes, donc dans une optique de prévention en matière de santé physique. Et on a un peu délaissé tous les messages de prévention en matière de santé psychique. Or, pour être en bonne santé, il faut à la fois être attentif à notre santé physique, mais également à notre santé psychique. C'est parce que ces deux dimensions de notre être fonctionnent et on peut s'appuyer dessus qu'on va être en bonne santé tout court. C'est pourquoi l'OMS répète « pas de santé sans santé mentale ». Et ces dernières années, il y a une prise de conscience du fait qu'on a besoin tous collectivement de prendre soin de notre santé mentale. Et on a notamment fait l'expérience pendant la crise sanitaire du Covid qu'on avait tous une santé mentale et qu'il fallait en prendre soin au risque de la voir se dégrader. La particularité de cette santé mentale, c'est qu'elle est fluctuante. Elle oscille en permanence entre un pôle positif et un pôle négatif. Donc, le pôle positif, c'est un pôle où on se sent, on a ce ressenti de bien-être, mais surtout, on a cette confiance dans notre capacité à faire face aux exigences de la vie quotidienne, de la vie au travail, mais aussi de la vie dans nos relations sociales, vivre dans notre appartement, faire les tâches ménagères, les tâches administratives. Et puis, il y a un pôle négatif qui est plutôt lié à un ressenti de détresse, de souffrance psychique, vers lequel on oscille tous, qu'on touche tous, parfois au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours de l'année, au cours de la vie, alors qui peut être lié à un événement de la vie. Donc, quand par exemple on perd un proche et qu'on est dans une situation de deuil, quand on perd un travail, une séparation par exemple, souvent ça nous fait ressentir de la détresse psychologique ou de la souffrance qu'on appelle réactionnelle en lien avec un événement normal dans la vie. Et parfois, cette détresse ou cette difficulté psychique, elle va s'installer un peu plus durablement dans le quotidien. Elle va se manifester par de l'isolement, par des difficultés à mener sa vie quotidienne, justement, donc à aller au travail, à se lever le matin, peut-être à aller au lycée ou à l'école ou en formation. Ça peut se traduire par de l'anxiété, quelquefois des difficultés cognitives, c'est-à-dire sa pensée est désorganisée, elle va trop vite ou trop lentement, elle a du mal à se concentrer. Des comportements qu'on n'arrive pas à réfréner. Donc, par exemple, le fait de ne pas réussir à s'arrêter de boire ou de manger, ou au contraire de ne pas réussir à manger, d'avoir besoin de se laver les mains pour se rassurer parce qu'on se sent trop anxieux. Et toutes ces difficultés-là, elles vont entraver la vie quotidienne, elles vont générer une grande souffrance psychique qui va nécessiter des soins ou un accompagnement par des professionnels de la santé, et notamment des professionnels de la santé mentale que sont les psychiatres et les psychologues. Et ces professionnels-là, au regard de la nature des troubles et éventuellement du diagnostic de maladie mentale qui va être posé, vont proposer des stratégies thérapeutiques et médicamenteuses adaptées. Et si ces troubles s'installent dans la durée et entravent
durablement la capacité à participer à la vie sociale nécessite des aménagements de la compensation, alors il peut y avoir une reconnaissance d'une situation de handicap liée à ses troubles psychiques ou sa maladie mentale qui va donner accès à un certain nombre de droits. Alors, ce qu'il faut peut-être avoir en tête dans le monde du travail, c'est qu'on n'a pas besoin d'être forcément un expert de la santé mentale et des troubles psychiques. Par contre, c'est intéressant de savoir comment, à quel moment et qu'est-ce qui doit m'alerter sur le fait que quelqu'un est dans une situation de détresse psychique ou de trouble psychique. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les signaux importants, c'est le fait qu'il y a un changement de comportement par rapport à un comportement habituel. C'est-à-dire que si votre collègue, elle a tout le temps l'habitude de ne pas manger le midi parce que c'est son rythme de vie et qu'elle préfère ne pas faire de pause et elle mange mieux le soir et elle prend un gros petit déjeuner, c'est une chose. Ce qui va vous alerter, c'est si par exemple vous avez un collègue qui d'habitude mange avec vous et tout d'un coup se met à ne plus manger avec vous tous les midis et que ça dure dans le temps et que ça se répète. Donc c'est le changement de comportement qui va être en fait le premier signal d'alerte. Ensuite, ce qui va être important de regarder, c'est est-ce qu'il y a l'expression d'une souffrance. Je dis que je ne vais pas bien, je me sens découragée, je vois tout en noir, je suis négative, il y a quelque chose de l'ordre de la plainte et du dénigrement. Il y a les difficultés professionnelles qui peuvent être un marqueur d'alerte aussi, le fait de faire des erreurs à répétition, d'avoir des difficultés à se concentrer, de ne pas respecter les délais. Et puis, il y a tout ce qui concerne les changements en termes d'irritabilité. Par exemple, vous percevez que votre collègue devient très impatient, irritable, un peu agressif, ou bien qu'il change d'aspect vestimentaire, il y a des problèmes d'hygiène, d'apparence négligée. Là, ça peut vous alerter sur le fait qu'il y a potentiellement des troubles qui se manifestent et qui, s'ils durent dans la durée, appellent peut-être à être orientés vers des services de soins. La particularité de notre santé mentale, c'est qu'elle est déterminée par une multitude de dimensions. Donc, il y a tout ce qui touche à la personne, l'individu, qui est lié à notre histoire, notre personnalité, notre éducation et peut-être le fait d'avoir vécu ou pas des traumatismes dans l'enfance. Donc, ça, c'est ce qui nous concerne, nous. Et on n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas eu les mêmes ressources, notamment durant l'enfance, ni même le même patrimoine génétique. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des marqueurs d'hérédité, des troubles psychiques, et on n'est pas égaux, on n'a pas la même vulnérabilité selon des dimensions héréditaires ou génétiques. Donc, du coup, ça veut dire qu'en termes de santé mentale, il y a tout ce qu'on peut faire pour soi par rapport à son histoire, notamment par rapport à ses ressources personnelles, émotionnelles et comportementales. Et puis, il y a tout ce qui relève de l'environnement, qui compterait pour 60% à peu près de notre état de santé mentale et qui sont liés à nos conditions de vie, à nos conditions de travail, à notre niveau de vie, mais aussi toutes les solidarités et à ce à quoi on a accès dans son environnement. Donc, le fait, par exemple, de pouvoir accéder à des soins facilement, avoir accès à l'éducation, avoir accès à du soutien ou des associations de solidarité autour de nous, va être un facteur déterminant de préservation de notre santé mentale ou de rétablissement, ainsi que le fait de ne pas avoir peur d'être discriminé ou stigmatisé si on a des troubles psychiques. Donc, on a tous un rôle à jouer pour être facteur de santé mentale pour les autres, en étant potentiellement soutien, inclusif ou non discriminant à l'égard de personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Et je crois que le témoignage de nos invités d'aujourd'hui est absolument une illustration de la manière dont on peut être facteur de santé mentale pour les autres. Quelques chiffres sur la santé mentale au travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la population française, on estime qu'il y a une personne sur 5 qui est concernée par des troubles psychiques. Ça représente 13 millions de personnes. Donc, ce n'est pas confidentiel, cette affaire-là, et que ces troubles-là vont impacter la vie quotidienne. Ça concerne un grand nombre de personnes. Dans le monde du travail, il y a 81% des personnes, des salariés interrogés dans un baromètre qui considèrent la santé mentale comme un enjeu préoccupant et un salarié sur 2 qui se considère en mauvaise santé psychologique.
et notamment avec une surreprésentation des femmes. Donc les gens disent, dans leur vie active, se sentir en détresse psychologique. Et aujourd'hui, c'est la première cause des arrêts maladie longue durée. Donc ça crée un risque de désinsertion professionnelle si on a des troubles psychiques qui ne sont pas accompagnés, qui ne sont pas soignés et soutenus. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se rétablir de troubles psychiques. On a souvent l'image qu'avoir des troubles psychiques, c'est être malade toute sa vie et qu'il y a une forme de désespoir. Or, pas du tout. On peut tout à fait traverser des épisodes de troubles psychiques assez intenses et qui génèrent de la souffrance et se rétablir. Le rétablissement, ça passe par quoi? Ça passe par le fait de mener une vie qui a du sens, c'est de maintenir des projets, c'est de maintenir sa place dans la société, c'est de garder un sentiment d'utilité. Donc, c'est tout ce qui est lié au travail, à l'autonomie, à la formation, en fait, de pouvoir vivre dans son logement et de se sentir un citoyen. C'est ça qui permet de donner du sens au rétablissement et aux soins. Donc, ne jamais lâcher cette dimension-là, et d'où l'importance du travail dans le rétablissement. C'est tout ce qui est lié à sa capacité à prendre soin de soi, c'est-à-dire, bien sûr, trouver des stratégies thérapeutiques et médicamenteuses, mais aussi tout ce qui participe de mon équilibre de vie, donc tout ce qui est lié à l'hygiène de vie, au fait de faire du sport, au fait de voir des amis, au fait d'avoir des loisirs, au fait de faire attention à sa prise d'alcool ou le fait de prise de toxiques. Il y a tout ce qui est en lien avec la prévention des rechutes. Donc, tout ce que je fais quand je vais bien, qui peut permettre d'identifier qu'est-ce qui éventuellement va me faire rechuter ou de quoi j'ai besoin dans ces moments-là. On est aujourd'hui capable de prouver l'apport que ça a pour justement diminuer le nombre de rechutes et de difficultés. Et puis, tout ce qui participe à développer ces compétences psychosociales, c'est-à-dire tout ce qui nous aide à être en relation avec les autres, tout ce qui nous aide à reconnaître nos émotions et du coup avoir des relations constructives, de pouvoir gérer les moments d'angoisse, d'anxiété, ce qui nous met en stress ou pas, et de trouver les stratégies qui sont bonnes pour soi. Et enfin, se rétablir, c'est avoir du soutien dans son environnement proche affectif, mais aussi dans son quartier, dans son collectif de travail. Pour terminer, peut-être avoir en tête qu'un des plus gros obstacles, et notamment à l'insertion professionnelle, malheureusement, c'est les idées reçues que l'on a et les stéréotypes que l'on a autour des troubles psychiques. Donc aujourd'hui, il y a plein de croyances collectives qui agissent comme des barrières psychiques à l'intégration, au rétablissement et à la lutte contre la stigmatisation. Donc, quelles sont ces idées reçues dans le monde du travail? Ce serait que ça ne concerne pas le monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on se raconte que finalement nos problèmes, on les laisse à la porte de l'entreprise. Or, on est toute la journée en train de gérer finalement qui on est avec notre vie privée au travail, que c'est un signe de fragilité. Donc, au contraire, on ne perçoit pas toute la force, le pouvoir de rétablissement des personnes qui ont traversé des épreuves douloureuses et qui arrivent au contraire à se redresser, à mener, donc tout le courage et au contraire la persévérance et la puissance qu'elles peuvent avoir quand elles se sentent soutenues et reconnues, notamment dans le monde du travail. Le fait qu'on ne pourrait pas agir, pas prévenir les risques psychosociaux, et on pourrait agir que si la personne est déjà en souffrance. Or, il y a une multitude de choses à faire dans l'environnement pour prendre soin de la santé mentale de tous pour tous. Et puis, il y a la confusion avec le handicap mental. Or, voilà, il n'y a pas de déficience intellectuelle associée aux troubles psychiques, mais souvent on fait l'amalgame. Donc, il y a la méconnaissance par rapport à ça, et on a besoin de se rappeler que les personnes ont toutes leurs facultés intellectuelles, même si parfois on est pris dans l'angoisse ou la fatigue, ce qui nous empêche de nous concentrer. Enfin, on croit trop souvent que les personnes qui ont des troubles psychiques peuvent être dangereuses. Or, il y a des études qui montrent que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les personnes qui ont des troubles psychiques qui sont victimes d'actes de violence, et qu'il y a une sous-représentation dans les actes criminels de personnes qui ont des troubles psychiques, mais malheureusement, les quelques faits divers de personnes pas schizophrènes mais psychopathes emportent le sujet, et donc on n'arrive pas à se défaire de cette idée qu'il y aurait une potentielle dangerosité alors que ce n'est pas la réalité de terrain.
Quelles sont les clés pour contribuer à un travail accessible? C'est le dialogue et l'aller vers. Il faut absolument avoir en tête que les personnes n'osent pas demander d'aide, n'osent pas dire qu'elles vont pas bien. Et donc, il y a vraiment un enjeu de comment on rend le sujet moins tabou, on autorise la personne à en parler pour déjà lutter contre la stigmatisation et chercher des solutions. Il y a tout ce qui concerne la réorganisation du travail. Souvent, il suffit de quelques aménagements horaires pour permettre que la personne reste dans son travail. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'un des facteurs clés de maintien en emploi, c'est quelquefois de pouvoir réduire un peu le temps de travail. Ça permet des temps de récupération et donc la personne trouve sa place dans le travail durablement. Et puis, c'est la relation managériale. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que le soutien du manager, c'est le premier facteur d'accès à l'emploi et de maintien dans l'emploi quand quelqu'un a des problèmes de santé mentale. Et on va en avoir une illustration de par quoi ça passe dans quelques minutes. Donc, comment on peut être dans une posture d'accompagnement, notamment en tant que manager soutenante face à un collègue, un collaborateur qui a des problèmes de santé mentale? Tout d'abord, la posture d'écoute et d'empathie, c'est-à-dire qu'on oublie, on ne perçoit pas à quel point les personnes peuvent être isolées et en fait de déjà pouvoir parler et partager éventuellement de temps en temps leurs difficultés, c'est extrêmement précieux. Il y a la considération dans les choix, c'est-à-dire ne pas être réduit à sa maladie, ses troubles ou ses difficultés, mais pouvoir être reconnu dans les choix, dans ce dont on a besoin pour soi et pouvoir les exprimer, éventuellement orienter, ne pas oublier dans les entreprises les services de santé au travail, éventuellement les services de psychologues qui peuvent être mis à disposition dans les entreprises, qui peuvent être des relais extrêmement précieux en interne. Et puis, il y a des dispositifs en externe, et Cécile vous parlera de la plateforme d'emploi accompagné de la PSH qui peut venir en appui. Et puis, c'est tout simplement dire, ben voilà, je suis là. Si tu as besoin, je suis là et c'est possible de te tourner vers moi. Et ça, c'est un pilier déterminant. Et c'est ça aussi qui donne de l'espoir, parce que parfois, quand on est en souffrance psychique, il y a quelque chose qui est de l'ordre du désespoir. On a peur de ne plus réussir à venir travailler, s'en sortir, et de sentir qu'il y a de l'espoir dans nos proches, les gens qui nous entourent, de pouvoir dire, mais si, c'est un moment difficile, mais il va se passer quelque chose d'autre plus tard, et on est là à tes côtés, c'est un levier très important du rétablissement. Je m'arrête là pour ce temps d'éclairage et de rappel sur la santé mentale et je vais tout de suite donner la parole à Pierre. Pierre, donc, il a accepté les salariés depuis 2 ans chez Leroy Merlin. Il a accepté de faire ce travail de témoignage. C'est un vrai témoignage, c'est un vrai travail de pouvoir faire un retour sur son parcours, d'accepter de parler de lui dans l'idée que cette parole, elle est enseignante pour nous de comprendre les enjeux lorsqu'on fait cette expérience-là des troubles psychiques et qu'il y a des enjeux de retour au travail. Donc, merci infiniment, Pierre, d'avoir fait ce travail. Et peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et nous parler un petit peu de votre métier? Ouais, bonjour, je m'appelle Pierre Beau, j'ai 35 ans. Ouvrier paysagiste de formation initiale, j'ai repris mes études et obtenu un BTS assistant de direction. Et aujourd'hui, je suis employé logistique chez Leroy Merlin à Villeneuve-les-Béziers depuis le 20 février 2023. Alors, pourquoi j'ai accepté de faire ce webinaire? Pour montrer que l'on peut arriver à travailler comme tout le monde en ayant eu ou en ayant une santé mentale fragile. Avant Leroy Merlin, oui. On a du temps. Oui. Donc, soyez tranquille. Vous pouvez, on est très heureux de pouvoir vous écouter. Donc, soyez tranquille. Vous pouvez prendre le temps de nous expliquer. Et effectivement, comme vous l'avez dit, vous avez fait le choix de témoigner parce que ça vous semblait important de montrer qu'on pouvait retrouver du travail et travailler comme tout le monde, quand bien même on peut avoir eu des expériences de santé mentale fragile. Et du coup, peut-être par rapport à ça, Pierre, est-ce que vous pouvez
nous parler un peu plus de votre parcours avant d'avoir retrouvé ce travail chez Leroy Merlin. Mais avant Leroy Merlin, j'ai été ouvrier paysagiste pendant 5 ans. À la suite de soucis de santé, je me suis retrouvé au chômage, sans emploi, quoi. J'ai ensuite alterné les périodes d'intérim et de formation, sans trouver de situation pérenne réellement. J'ai suivi une formation par correspondance de BTS gestion PME-PMI, lors de laquelle j'étais accompagné par un psychiatre, ce qui a permis de stabiliser mon état de santé et de bénéficier d'emplois accompagnés suite au renouvellement de mon dossier LMD-PH, quoi. Après, mon projet de Et, base, oui. oui, pardon Pierre, je vous laisse. Je ne veux pas Ouais. vous couper. Moi, à la base, mon projet, c'était de trouver un emploi administratif suite à ma reconversion. Nous avons retravaillé mon CV et lettre de motivation avec Cécile, qui est présente parmi nous aujourd'hui. On a effectué des simulations d'entretien, puis nous avons candidaté à diverses offres sans avoir toujours de réponse positive, quoi. Cécile m'a proposé de participer à une journée en duo day à Leroy Merlin, il y a 2 ans maintenant, pour me permettre de sortir un peu de chez moi et de découvrir un autre secteur d'activité que ce que je connaissais d'avant, quoi. J'ai pu découvrir l'ensemble des locaux et activités d'entreprise et apprendre un peu le métier de conseiller de vente, le tout sous la bienveillance de l'entreprise, de l'équipe qui m'a encadré, quoi. Euh, j'ai apprécié cette journée, à la suite de quoi un responsable de Lorrain a proposé de me prendre en stage durant 15 jours en tant que conseiller de vente aux côtés d'Élodie à côté de moi, et avec qui j'ai effectué ma journée de découverte un peu avant, quoi. Après cette expérience, ils m'ont proposé un CDD pour assistant haute. Après 2 CDD de 2 mois, ils m'ont pris un CDI. Voilà. Après, au niveau de mon quotidien, et des aménagements se sont installés. Je m'isolais quelquefois à cause de délires de persécution, avant le métier et même après mon intégration. J'ai réellement eu du mal auparavant à garder espoir lors de mes entretiens improductifs. Le fait d'avoir retrouvé un travail m'a redonné un rythme et permis de me resocialiser. Grâce à mon embauche, je suis content de retrouver un salaire et pouvoir réaliser des projets, notamment l'espoir d'un projet immobilier, un éventuel projet immobilier, voilà. Et concernant mes aménagements, j'ai souvent 2 jours de repos d'affilée et la responsable prend le temps de bien m'expliquer chaque tâche à effectuer avant que je m'y mette, quoi, pour éviter tout stress. Quels seraient les conseils, Pierre, que vous auriez envie de donner à des professionnels qui travaillent dans l'entreprise? Alors, si je pouvais donner un conseil, c'est qu'il faut savoir accepter que l'on puisse nous tendre la main et faire confiance aux personnes qui nous accompagnent, quoi. Et sortir de notre zone de confort pour essayer de se débrouiller, se resocialiser, j'ai déjà dit, ouais. L'accompagnement de Cécile m'a permis d'avancer pendant un moment difficile de la recherche d'emploi et d'accepter de décaler mon projet initial qui était un projet d'assistant administratif, quoi. Voilà. J'espère que mon discours a été compréhensible. Merci Pierre. Compréhensible et même ensoleillé. J'ai vu dans le chat qu'il y a des personnes qui sont réjouies de votre accent chaud du Sud. Donc, merci beaucoup Pierre pour ce témoignage. On voit bien hein, qu'il y a eu cette rencontre qui a été le duo day et puis ensuite vous avez fait vos preuves, vous avez appris à vous connaître, vous avez trouvé des stratégies et c'est de tout ça finalement que l'on va parler avec vous tous, c'est comment cette rencontre, elle est possible, comment dans une entreprise, on crée de la place pour réfléchir, pour accepter de l'aide, pour penser des modalités managériales et d'organisation qui font que 2 ans plus tard, eh ben, Pierre est embauché en CDI avec des évolutions professionnelles envisageable et une intégration parfaite dans l'entreprise. Donc, peut-être pour commencer à éclairer ça, je vais donner la parole à Karen Xavier, qui est responsable des ressources humaines et qui va nous parler de comment, en tant qu'entreprise, on peut contribuer à un environnement inclusif pour qu'une telle intégration soit possible. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Karen Xavier, assistante RH au sein du magasin Leroy Merlin de Villeneuve-les-Béziers depuis 4 ans. Et plus largement, je travaille dans le domaine des ressources humaines depuis un peu plus de 18 ans.
Je vais vous parler de la politique handicap au sein de Leroy Merlin. On a la chance d'avoir une référente au sein de notre siège, Céline Dufour, qui nous accompagne justement sur les grands axes à décliner au sein des magasins. On a quand même plus d'une centaine de magasins en France et donc tout est piloté au niveau de notre siège et elle nous aide justement à pouvoir développer cette politique-là au sein des magasins. Pour ça, on a signé donc un accord handicap au sein du groupe qui se décline en 4 axes au total. Donc, un axe maintien dans l'emploi, un autre sur le recrutement, sur la sensibilisation et l'information et également aussi sur le secteur du travail protégé. Donc, ces 4 axes-là, on les décline en magasin sous forme de plan d'action annuel. Donc, chaque année, on décline un plan d'action avec des actions concrètes à mettre en œuvre dans l'année. Sur l'organisation notamment de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça fait partie aussi de notre plan d'action. Ça nous permet de sensibiliser nos collaborateurs aussi sur le sujet du handicap. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on a organisé toute la semaine pour pouvoir sensibiliser, notamment là, on va dire la thématique de la semaine du handicap, c'est le handicap psychique. Comment on sensibilise les collaborateurs sous forme d'ateliers sur les différents handicaps pour essayer aussi de dédramatiser et de les sensibiliser au handicap. On organise aussi des duodés, donc notamment, on a Pierre qui est un bel exemple sur le premier duodé qu'on a fait en magasin. La semaine prochaine, on accueille encore 2 personnes, donc une personne sur le service client et une autre personne sur la logistique, donc pour pouvoir présenter le poste et pour que la personne puisse découvrir le poste en magasin. Donc, c'est comme ça qu'on a rencontré Pierre à l'occasion du duodé, mais aussi on a découvert le dispositif d'emploi accompagné qu'on ne connaissait pas du tout au travers de Cécile et de tout son accompagnement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en entreprise, on n'est pas des spécialistes justement et on a besoin d'être entouré, on a besoin d'être aidé pour voir justement, pour pas faire d'impair, pour pouvoir organiser et adapter aussi les missions et le travail pour que en fait l'intégration puisse être une réussite. Et c'est vrai que cet accompagnement-là de Cécile a été une des clés de réussite de l'intégration de Pierre. Parce que, et c'est vrai, parfois, on est un peu perdu et on veut pas faire d'impair justement et aller dans le bon sens pour le collaborateur. Donc, c'est vrai que d'être accompagné par une structure, c'est très important. Merci beaucoup, Karen. Avec plaisir. Alors, je vais passer la parole à Marie-Charlotte Jean, qui, elle, va apporter le regard plutôt finalement de la quotidienneté du manager, le regard du manager dans le quotidien, comment on s'engage finalement dans cette... je ne sais pas si c'est un accompagnement parce que ce n'est pas votre métier, mais voilà, cette rencontre qui suppose parfois des petites adaptations. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr, donc bonjour à tous, je suis Marie-Charlotte Jean, je suis responsable logistique sur le magasin de Béziers depuis maintenant 4 ans. Ça fait plus de 10 ans que je travaille chez Leroy Merlin et je n'avais pas d'appréhension sur le handicap psychique puisque moi-même étant concernée avec mon grand-père paternel qui était schizophrène et je l'ai toujours... tu parlais de biais tout à l'heure, Claire, et d'a priori sur ce handicap, et c'est vrai que moi je l'avais pas, donc déjà c'est vrai que ça enlève des freins de suite au recrutement de personnes en situation de handicap. Comment ça s'est passé ? Donc Pierre en a parlé un petit peu. Il a commencé
avec le duo D. Il faut savoir que j'ai été aussi la manager de Elodie, qui est à côté de Pierre et qui a accompagné Pierre lors de son duo D et de son stage de 15 jours. Donc, je connaissais très, très bien les qualités d'Elodie et ce qu'elle recherchait aussi chez ses collègues. Et donc, elle les a fortement cooptés. Hein. Donc, déjà, la rencontre vient d'Elodie aussi, puisque elle a fortement coopté et adhéré au profil de Pierre. Donc, voilà. Déjà, par rapport à ça. Ensuite, il se retrouve quand en entreprise, on avait un besoin. Chez Leroy Merlin, on avait un besoin en recrutement de saisonniers sur la logistique. Et Pierre, c'est vrai que il avait des grandes qualités de rangement, de choses bien faites, bien ordonnées. Il était quelqu'un, de très sérieux, ponctuel. Et ça, c'est des choses qu'on apprécie dans le monde de l'entreprise et notamment en logistique chez Leroy Merlin. Et ça, il a su les démontrer très rapidement au cours de ces 2 semaines. Et c'est le type de profil qu'on cherchait pour notre renfort saisonnier. Et comme l'a évoqué Karen, c'était très très rassurant d'avoir quelqu'un comme Cécile qui a accompagné Pierre, puisque en entreprise on n'est pas formé. Moi, j'avais aucune formation sur l'handicap psychique ou mental, tout type de handicap, même physique, à part de la sensibilisation ou la prévention. Voilà, j'ai aucune formation de ce côté-là. Et donc, ça a été super l'accompagnement de Cécile, puisque elle nous a permis de savoir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place en lui expliquant notre organisation actuelle et elle en connaissant très bien le profil de Pierre et ses compétences en disant, en validant l'organisation, ça c'est ok, ça oui, il est tout à fait capable de tenir ce rythme-là ou pas, ou il faut ajuster. Donc oui, la polyvalence en logistique, il pourra l'atteindre, mais voilà. À chaque fois, on a validé les organisations avec Cécile et Pierre, évidemment. Comment ça s'est passé? Ensuite, il a fait son CDD et puis nous avons transformé ce CDD en CDI avec des aménagements, comme l'a évoqué Pierre, où il était principalement en 6h, 13h sur un type de mission qui a commencé par la mise en rayon, sur un seul rayon. Puis petit à petit, il a appris d'autres polyvalences comme de la préparation de commandes, du retrait commande, de l'inventaire, voilà. Donc c'est juste que on y a été petit à petit et dans le rythme dont avait besoin Pierre, voilà. Et en sachant que s'il n'osait pas nous le dire nous, il pouvait tout à fait en échanger avec Cécile et on faisait des points de régulier avec Cécile, je pense trimestriellement au début. Maintenant, on se voit moins parce que tout se passe bien. Et aussi au début, mais ça permet d'ajuster. Peut-être qu'il y a des choses que Pierre osait pas nous dire directement. Voilà, il évoquait les délires de persécution. Nous, il nous en a pas parlé au départ, mais je sais qu'il en échangeait avec Cécile et puis et du coup, elle apaisait les craintes de Pierre. Sans qu'il ait besoin de nous en parler. Il aurait pu très bien, mais voilà pour ça. Sur les organisations, c'est ce qui a été mis en place. Et ensuite, c'était un secret pour personne. Pierre étant entré dans l'entreprise via le duo D, il n'y avait pas de secret ou quoi que ce soit. Donc l'équipe a été très bienveillante envers Pierre. Il peut le dire si c'est pas le cas, mais on avait même un exemple où moi j'ai des collaborateurs de notre équipe qui sont venus s'inquiéter de l'intégration de Pierre ou de dire attention, il y a une personne qui lui parle pas très bien parce que des fois dans la logistique c'est assez speed et cash et donc voilà, ça nous permet de recadrer certains comportements, alors que Pierre c'était ok parce que c'était sa façon aussi d'échanger avec ce collègue-là et qu'il apprécie beaucoup, mais vu de l'extérieur c'était touchant de se rendre compte qu'il y a des collègues qui étaient attentifs, qui n'auraient peut-être pas été aussi bienveillant avec d'autres collègues et qui là était plutôt en protection envers Pierre, donc c'était plutôt sympa. Je trouve que l'équipe réagisse comme ça, voilà, donc voilà un petit peu des exemples. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais en tout cas on est super content du recrutement de Pierre. Il est tout à fait bien intégré dans l'équipe et il développe bien ses compétences au quotidien avec nous, donc
dans la durée. Et Voilà. ce qu'on voit et qui est intéressant aussi dans le témoignage, c'est que ce n'est pas un secteur professionnel qui est forcément très facile. Il peut y avoir du stress et donc ça montre aussi que voilà, même dans des environnements considérés comme un peu stressants et en tension, on arrive tout à fait à intégrer des personnes et à être attentifs les uns aux autres. Merci beaucoup pour ce vécu très illustrant, Marie-Charlotte. Je vais laisser la parole à Élodie Dupuis. Élodie Dupuis, vous avez joué un rôle particulier dans ce parcours puisque vous avez notamment accueilli en stage Pierre à vos côtés après cette première rencontre du duo-day. Et j'ai envie de dire, vous avez été celle qui y a cru et a dit, mais si on peut, il y a des perspectives, voilà, si on prend le temps. Donc, ça nous intéresse de voir justement comment vous vous êtes engagé, positionné et ce qui s'est passé pour vous. Bonjour à tous, je m'appelle Élodie, j'ai 33 ans. Cela fait maintenant 6 ans et demi que je travaille à Leroy Merlin en tant que conseillère de vente au rayon quincaillerie. Je me suis proposée pour faire ce duo-day dans mon magasin car j'adore partager mes connaissances et aider les autres. C'est donc moi qui ai eu le privilège de faire le premier duo-day du magasin et c'est là que j'ai rencontré Pierre. Lorsque je l'ai rencontré, il était très stressé. Je vous rassure, moi aussi. J'ai donc fait en sorte de le mettre à l'aise et moi par la même occasion. Dans un premier temps, nous avons fait un tour complet du magasin afin de le présenter à tous les collaborateurs et aussi qu'ils puissent voir les différents services comme la partie administrative, la partie commerce et les réserves. Une fois le tour terminé, nous sommes allés dans le rayon où je travaille, la quincaillerie. Je lui ai présenté le rayon, les différentes allées, familles de produits, en lui parlant de familles bien spécifiques. Je lui ai expliqué le fonctionnement du magasin et je lui ai expliqué le déroulement d'une journée. Parce que le duo-day, qu'est-ce que c'est ? C'est un vie-ma-vie sur mon métier. Donc, je lui ai expliqué que oui, notre métier, c'est conseiller les clients, mais il y a bien ça d'autres tâches, comme la mise en rayon, le traitement des alerteurs pour fiabiliser le stock, l'inventaire du rayon, le rangement, le facing, les retours ramenés par les clients. Après la théorie, on a fait un peu de pratique pour vraiment le mettre dans le bain. Donc, on a fait un peu de mise en rayon pour vraiment qu'il se repère avec les codes barres des produits pour vraiment bien ranger le produit. On a fait du rangement, du facing, on a fait de l'inventaire. Et c'est même de lui-même, il est allé au devant du client pour aller le renseigner. Ça m'a beaucoup surprise, mais j'étais ravie. Pour moi, ce fut une journée très complète et très enrichissante. J'ai trouvé Pierre très stressé, comme je l'ai dit, mais au fil de la journée et à force de discuter, on a réussi à établir un climat de confiance, ce qui a permis à Pierre d'être plus à l'aise et de se livrer à moi sur sa vie, son parcours et son handicap. J'ai trouvé et je trouve encore aujourd'hui Pierre très à l'écoute, de très bonne volonté, sérieux, motivé et travailleur. C'est une très belle personne avec tellement de qualités que beaucoup d'employeurs rêveraient d'avoir dans leurs équipes. J'ai tellement passé une excellente journée avec lui que j'ai vu du potentiel et étant donné qu'il avait du mal à trouver du travail dans la branche qu'il voulait, pour l'aider à être plus ancré dans le monde du travail et lui enrichir son CV, j'ai vu avec mon chef afin qu'il puisse revenir 2 semaines en stage. Il est donc revenu pendant 2 semaines. Il a travaillé avec moi, mais également sur d'autres secteurs pour qu'il voie un peu ailleurs, comme la logistique. Après cela, comme l'a dit Marie-Charlotte, j'ai coopté son profil afin qu'il soit embauché d'une part en CDD et par la suite, il a été validé en CDI. Nous allons bientôt fêter nos 2 ans. 2 ans de rencontre. Merci beaucoup, Élodie, pour ce témoignage. Et on voit aussi, je trouve, à travers vos récits, à quel point voilà, il y a des rencontres et on peut se positionner chacun et être un facteur d'inclusion, de reconnaissance, de considération et qui change des vies. Je vais donner enfin la parole à Cécile Dumange. Cécile Dumange, vous êtes job coach au sein de la plateforme pour l'emploi accompagné de l'APSH 34. Et donc, vous avez été là en fil rouge de l'accompagnement de Pierre. Vous allez nous parler de la nature
finalement de cet accompagnement, en donnant quelques éléments sur voilà, la plateforme et le job coaching. Et je crois qu'il y a des questions sur la formation de job coach, si au passage vous pouvez en dire un petit mot. Il y a des gens qui sont intéressés de savoir comment on se forme. Voilà. Merci Claire. Bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Cécile Dumange. Je suis monitrice éducatrice de formation et j'ai eu aussi une expérience en RH où j'ai été assistante RH pour une agence d'intérim et ensuite dans un hôpital. Pour finir il y a maintenant 2 ans, en juillet 2022, au sein de la plateforme de l'emploi accompagné de l'Hérault. Donc je vais déjà vous donner en quelques lignes, enfin sur des grandes lignes, qu'est-ce que la plateforme de l'emploi accompagné, et ensuite, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur le parcours de Pierre au sein de Leroy Merlin, mais je vous donnerai un petit peu des tips entre guillemets pour vous expliquer comment on a pu avec Pierre arriver à cette rencontre avec Leroy Merlin et le après, puisque l'emploi accompagné c'est pas que la recherche d'emploi, mais c'est la recherche et ensuite le maintien dans l'emploi. Donc, le dispositif de l'emploi accompagné, c'est un dispositif à visée médico-sociale qui a été créé en 2016 par la loi du plein emploi, qui, je cite, favorise l'emploi des personnes en situation de handicap. La plateforme de l'emploi accompagné de l'Hérault, elle est financée par l'ARS, le FIP et la GFIP, et elle est portée par 3 associations qui sont APF France Handicap, FAIR ESS et la PSH 34, qui est le chef de file. Donc ça, c'est sur l'Hérault et voilà comment ça se forme. On rayonne sur tout le département de l'Hérault, donc on va au plus près des personnes et on accompagne 180 bénéficiaires sur la fin de l'année 2024. On est actuellement 9 job coach. On a un coordinateur et on a aussi un chargé de mission et un directeur qui chaperonne le dispositif de l'emploi accompagné. Donc ça, c'est dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Et comment on fait pour devenir job coach. C'est sur un recrutement, c'est sur des offres. Moi, mais il n'y a pas de diplôme en particulier, même si depuis quelque temps, vu que l'emploi accompagné, ce dispositif est voué à grandir, il y a un master que l'on peut passer pour devenir job coach. Mais nous, après, en interne, on a des formations que notre dispositif nous a payées pour être le mieux, en tout cas, et le plus accompagnant auprès des personnes que l'on accompagne. Donc, nos missions, c'est d'accompagner tout type de handicap. Il faut qu'ils aient juste une RQTH pour pouvoir rentrer sur le dispositif. On va les accompagner vers et dans l'emploi. Donc, clairement, Pierre, c'est vraiment le vrai cas d'école, on va dire, parce qu'on a commencé par le vers pour trouver un emploi. Donc, je vous détaillerai un petit peu ce qu'on a fait. Et maintenant, on est dans l'emploi. Parce que je suis en soutien pour Pierre et pour les équipes aussi de Leroy Merlin. On intervient seulement pour des personnes qui s'orientent vers le milieu ordinaire. Alors, il arrive quand même malgré tout que les personnes, quand ils arrivent sur le dispositif, ils nous disent « Bon, je veux travailler dans le milieu ordinaire, on va faire des mises en situation, des stages, on va intervenir auprès d'entreprises avec eux et parfois le projet se décale et on peut aller vers le milieu protégé. Dans ce cas-là, c'est nous qui les accompagnons à aller faire des stages, rencontrer des ESAT, faire des visites pour parfois aussi un peu casser l'image de l'ESAT et que certaines personnes puissent aller vers l'emploi, mais de façon plus sereine et plus protégée que sur le milieu ordinaire. La grosse particularité de l'emploi accompagné, c'est qu'on n'a pas de limite de fin dans notre accompagnement, c'est-à-dire qu'on signe une convention d'accompagnement au premier jour de l'accompagnement et en fait, il est renouvelable tous les ans à la demande de la personne. Donc, si Pierre me demande un jour d'arrêter, on arrêtera ou si son projet avance vraiment, parce que là, on est encore sur certaines phases de sa vie maintenant, mais on arrêtera l'accompagnement. Mais en tous les cas, ça peut durer très longtemps, comme ça peut durer pas longtemps, et ça s'arrête au bon vouloir de la personne. En tout cas, c'est la personne, sauf si mauvais comportement, qui décide d'arrêter d'être accompagnée par le dispositif. On est aussi, comme on accompagne les personnes vers et donc dans l'emploi, on est aussi un soutien pour les entreprises et on peut intervenir au sein des entreprises pour
de la sensibilisation ou effectivement pour aider à trouver des aménagements pour la personne ou des aides financières à proposer. Pour pouvoir rentrer sur le dispositif, il y a plusieurs façons. Donc Pierre, il est rentré par la façon de la MDPH, c'est-à-dire que quand il a fait son renouvellement de son dossier auprès de la MDPH, il avait validé, il y a une case où c'est marqué milieu ordinaire, emploi accompagné, donc il avait validé cette demande-là. Ou sinon, ça peut être par les prescripteurs France Travail, Cap Emploi ou les missions locales, qui, elles, peuvent prescrire ce dispositif à la suite de leur accompagnement, puisqu'on vient en subsidiarité de cet accompagnement qu'il y a par les services publics de l'emploi. On a un accompagnement très proche de la personne, puisqu'en fait, on accompagne par REA que 20 personnes, donc par référent, pardon, on n'accompagne que 20 personnes, donc on a vraiment le temps, ce qui nous permet d'avoir un accompagnement qui est assez intensif, puisqu'on peut se mettre au rythme du bénéficiaire, c'est-à-dire que s'il a besoin qu'on le voit plusieurs fois par semaine, on peut se rendre disponible pour le voir plusieurs fois par semaine. S'il a besoin que tous les 15 jours, ça sera tous les 15 jours. Bien sûr, tout est fait avec l'accord du bénéficiaire et c'est lui qui décide du rythme qu'il veut y mettre. Et c'est un accompagnement de proximité aussi, puisque en fait, on va au plus proche de lui. En règle générale, on arrive vraiment en bout de course après les services publics de l'emploi. Et en fait, on a cette chance de pouvoir se déplacer au plus proche d'eux, parce qu'on se rend compte que la mobilité, elle est quand même parfois assez... c'est un gros frein pour le retour à l'emploi. Donc, on a cette chance de pouvoir, nous, en tout cas dans l'Hérault, aller sur tout le département et dans des endroits bien reculés. Et on a des beaux exemples, puisque là, Pierre, il est sur Béziers, donc c'est quand même, on va dire, assez simple d'aller au travail, entre guillemets, parce qu'il y a les bus, etc. Mais par contre, on a des personnes qui habitent dans des lieux reculés et on a aussi des très beaux exemples de réussite dans l'emploi. On est tous formés, donc ça c'est les formations dont on parlait tout à l'heure, à la méthode IPS, alors Individual Placement and Support, désolé pour mon anglais très médiocre, mais donc c'est une formation qui nous permet de mettre en avant le pouvoir d'agir de la personne. Donc ça, on est tous formés nous au sein de l'équipe à cette méthode-là. Ensuite, comme je vous l'avais dit, on prend en compte vraiment les besoins des bénéficiaires qu'on accompagne, donc la rythmicité, s'ils ont besoin qu'on intervienne en entreprise, s'ils ont besoin, pour certains, on prend les devants, on appelle les entreprises, bien sûr, toujours avec l'accord du bénéficiaire, mais on appelle les entreprises, parfois ça m'est déjà arrivé avant même les entretiens d'embauche pour pouvoir peut-être un peu désacraliser l'entretien d'embauche qui peut parfois faire peur. On est un dispositif qui est médico-social, donc on a aussi toujours avec l'accord, je vais le répéter à chaque fois, mais avec l'accord de la personne, on a des liens, si la personne le souhaite, avec l'équipe médicale. Pierre, ça n'a pas été le cas, mais s'il avait eu besoin que je contacte les professionnels de santé autour de lui pour qu'on puisse avancer sur son projet de travail, je l'aurais fait, mais aussi les professionnels du social. À titre d'exemple, parfois en fait, on a des gens qui arrivent avec des freins tellement énormes pour pouvoir se mettre dans l'emploi que on est obligé, on n'est pas expert dans tout. Moi, je m'appelle un peu comme un chef d'orchestre, donc on est obligé d'aller les aider à trouver des solutions, peut-être auprès d'une assistante sociale pour régler un dossier de surendettement. C'est ça qui bloque pour pouvoir retourner dans l'emploi. Donc, on a vraiment cette capacité à aller dans tous les domaines de vie de la personne grâce à ce temps qu'on leur accorde et aussi à la confiance qu'il peut y avoir entre le bénéficiaire et le job coach. Donc, pour vous donner quelques exemples rapides et ensuite on passera sur le cas de Pierre. Pour la personne, on est en règle générale une écoute active. On est là sur la préparation d'entretien, de CV, de lettres de motivation. On va pouvoir se déplacer avec eux sur des entreprises. On va pouvoir aller un peu au devant des entreprises en appelant pour savoir si elles ont des besoins. Et dans ce cas-là, on peut envoyer des candidatures puisque en fait, on a la chance de très 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 bien connaître les personnes qu'on accompagne. Puisqu'à titre d'exemple, par exemple, Pierre, ça fait depuis juillet 2022 qu'on se connaît. Donc, avant que je puisse aller voir Leroy Merlin pour le duo D, je savais très bien que c'était un professionnel et en tout cas une personne
très sérieuse, qu'elle avait énormément de compétences et que je leur donnais en clé en main, entre guillemets, un salarié qui pouvait vraiment faire l'affaire pour l'entreprise. Et ensuite, on peut être aussi source de conseils, on aide les personnes dans leur dossier administratif s'ils ont besoin. Mais bien sûr, dès que ça devient un peu trop compliqué, on n'hésite pas à aller chercher des partenaires extérieurs pour nous aider. Et pour les entreprises, ben voilà, on est comme l'a dit tout à l'heure Marie-Charlotte, on peut intervenir sur le lieu de travail, on peut sensibiliser les équipes encadrantes aussi, puisque effectivement on a déjà eu des points ensemble avec Pierre ou sans Pierre, mais Pierre en tout cas était au courant des rencontres qu'on pouvait avoir et Pierre me disait tu peux dire ça, tu peux ne pas dire ça, etc. Ce qui permettait d'avancer et en tout cas de pouvoir mettre en place des choses au sein de Leroy Merlin et un aménagement de son poste de travail s'il y avait besoin. On peut aider aussi les entreprises pour les financements. S'ils ont besoin d'un financement d'un bureau un peu plus ergonomique ou quoi que ce soit, ben nous, on va en tout cas les aider avec les aides AGFIP à monter ces dossiers. On va parler vite fait. Non, parce que le cœur, c'est Pierre. On va parler un petit peu de Pierre, même si beaucoup de choses ont été dites. Donc, on s'est rencontrés en juillet 2022. Effectivement, il avait un projet qui était pas du tout celui de Leroy Merlin à la base, puisque quand il m'a rencontré, il voulait travailler dans l'administratif, gestion PMI, PME. C'était un secteur qui était quand même bien bouché et on a essayé d'envoyer des candidatures, de se présenter. Il a fait des entretiens. C'était assez compliqué. Au niveau de son CV, sa lettre de motivation, pour Pierre, j'ai pas eu grand-chose à refaire puisqu'il était très à l'aise sur ce sujet-là. Par contre, il avait une attitude qui pouvait parfois être un petit peu à la cool sur ses entretiens d'embauche. Donc, on a travaillé ces attitudes-là pour qu'il puisse être un peu plus montrer l'envie et l'intérêt qu'il pouvait avoir. Donc petit à petit, ça s'est fait. On a été démarché sur des entreprises et j'ai pu voir aussi lors des démarchages qu'il avait cette attitude-là et j'ai vu qu'elle a changé petit à petit. Mais malheureusement, on n'avait toujours pas de retour positif. Je voyais que Pierre, il avait quand même, ça mettait un coup au moral finalement de toujours se reprendre des refus. Donc voilà, je lui ai proposé au moment de la semaine du handicap, de l'emploi et du handicap, de potentiellement se présenter au DUOD chez Leroy Merlin, puisque j'avais eu Karen au téléphone qui m'avait dit qu'elle recherchait un candidat pour cette semaine-là. Donc de là, Pierre a fait sa journée. Il a fait derrière un stage qu'on a pu faire sous convention de l'emploi accompagné et ensuite un CDD, enfin 2 CDD et un CDI. Donc la suite, vous l'avez. Aujourd'hui, c'est une belle réussite en tout cas de l'emploi accompagné. J'ai toujours eu de très bons échanges avec les équipes encadrantes et je tiens à dire qu'elles ont été... Marie-Charlotte a vraiment mis beaucoup de choses en place d'elle-même. Elle a peu eu besoin de moi, même si elle savait que j'étais toujours là et que je pouvais répondre à la première sollicitation. Mais voilà, on a une équipe très très bienveillante chez Leroy Merlin et ça fait plaisir à voir et on peut se dire enfin que des entreprises, ça casse un peu la stigmatisation et il n'y a pas que des petites entreprises qui font des accueils de personnes en situation de handicap. Des grosses entreprises peuvent le faire et le font très très bien. Dans la situation de Pierre, il a fallu faire accepter 3 petites choses. Déjà, il a fallu faire un petit pas de côté par rapport à son emploi qu'il voulait à la base, qui était dans l'administratif. Il a fallu, voilà, j'ai dû lui prouver que pour pouvoir aller mieux, puisqu'il il était dans une phase où il n'était pas bien avant ce DUOD, peut-être que l'emploi pouvait l'aider à un peu à ressortir, puisqu'il était, à part les rendez-vous qu'on avait tous les deux, et puis faire quelques courses, il restait quand même très enfermé chez lui et avec sa mère. Donc il a fallu quand même que je lui fasse comprendre que c'était pas son projet de base, mais peut-être que ça lui ferait du bien. Et finalement, je pense que ça a été un pari gagnant pour lui, pour Leroy Merlin, et puis inconsciemment, malgré tout, voilà, je suis un petit peu dans cette histoire, donc c'est quand même une belle aventure. Il a fallu aussi lui faire comprendre que Leroy Merlin ne l'avait pas embauché parce qu'il avait une RQTH. Ça a été long à accepter. Ils l'ont bien embauché parce qu'il avait des qualités, des grandes qualités qu'ils ont tout de suite vues chez lui. Et ensuite,
lui faire comprendre aussi que l'équipe était bienveillante et que on ne lui voulait pas de mal autour. L'exemple tout à l'heure où il disait que, la persécution, qu'il se sentait persécuté, effectivement, ça y est un exemple concret où on a dû échanger longtemps ensemble puisqu'il avait la sensation que les tâches qu'il faisait, on les défaisait derrière et que ça le mettait à mal en fait. À mal, donc on en a discuté ensemble. J'ai pu en discuter ensuite avec son accord avec les équipes et en fait. Voilà, c'était ça. On a déconstruit parfois des idées reçues qu'il pouvait avoir. Au jour d'aujourd'hui, c'est des entretiens très réguliers et surtout pour de la réassurance, pour préparer ce webinaire. Ça a été aussi une grosse étape et en fait, je suis très fière qu'il puisse le faire puisque c'est mettre en avant son parcours qui est quand même exceptionnel. Donc bravo encore, bravo à toi Pierre. Et puis ensuite, je crois qu'on a fait à peu près le tour, mais le mot qui est important à dire pour conclure, c'est que finalement l'emploi est vecteur de rétablissement. Et pour Pierre, ça a vraiment été le cas. Puisque aujourd'hui on a un jeune homme, un homme plutôt, qui a un visage qui n'est plus du tout le même que quand je l'ai rencontré il y a 2 ans. Il est épanoui. J'adore quand il me raconte, que maintenant il a des amis, que il est complètement dans un autre mood, excusez-moi du terme, mais on est vraiment sur une très très belle réussite. Et puis maintenant, ces projets personnels comme l'achat d'une maison ou en tout cas prendre une location, c'est ce qu'on essaie de voir ensemble. Je trouve que c'est un magnifique projet et donc je l'accompagnerai jusqu'à ce que ce projet soit mis au point. Et pareil pour le Roi Merlin, je reste toujours à leur disposition, même si depuis quelque temps déjà, ça va vraiment mieux et ça roule tout seul. Voilà. Merci beaucoup Cécile pour cet éclairage et ce témoignage et de voir comment ça peut très concrètement se mettre en place cet accompagnement et effectivement de mettre l'accent sur le fait que quelquefois on peut de l'extérieur avoir la sensation qu'on n'est pas complètement prêt pour le travail et qu'en fait c'est aussi le fait de travailler qui fabrique du rétablissement. Et donc, merci beaucoup quand il y a des collectifs comme vous chez le Roi Merlin qui laissent cet espace-là. Et c'est ça qui fabrique des cercles vertueux. Donc, merci à vous tous. Place aux questions. Donc là, on va essayer de répondre aux questions des participants. Donc, il y avait déjà une question qui était autour de la formation des job coachs. Donc, on y a un peu répondu. Mais donc là, on va prendre quelques autres questions. Ah oui, si, c'est bon. Je croyais qu'on termine à moins le quart, mais non, on a une petite demi-heure pour prendre le temps de répondre aux questions, donc on a du temps. Alors, première question. Merci beaucoup pour vos apports et ce témoignage émouvant. Je suis psychologue et suis avec ma collègue travailleuse sociale dans un centre d'hébergement. Avez-vous des pistes concernant l'insertion des personnes précaires avec un handicap psychique? Alors, sur la situation des personnes précaires, il faut savoir qu'effectivement, tous les publics, notamment de personnes à la rue, on estime qu'il y en a 1 sur 2, en fait, qui souffrent de troubles psychiques, si ce n'est pas 2 sur 3. Donc, il y a un énorme enjeu de comorbidité, le mot n'est pas très joli, entre le fait d'avoir des troubles psychiques et d'être dans des situations de très grande précarité. Alors, je n'ai pas de connaissance de dispositifs spécifiquement dans la région Occitanie. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que normalement dans chaque département, en tout cas, ils sont en train de se développer des dispositifs qui s'appellent logement d'abord, sur le même principe que l'emploi accompagné, les dispositifs de job coaching. Il y a des dispositifs d'accompagnement avec des pères aidants pour des personnes en grande précarité qui ont besoin d'être accompagnées dans la durée. Donc, ça vaut le coup de regarder de ce côté-là. Je sais qu'au sein de l'APSH 34, il y a plusieurs dispositifs notamment d'accompagnement dans le logement. Donc, peut-être, Cécile, je te laisserai dire un mot là-dessus. Et puis, du côté plutôt hospitalier, selon les besoins des personnes auxquelles vous pensez, il y a toutes les équipes mobiles précarité
qui peuvent être des points d'appui aussi face à ce type de problématique. Est-ce que Cécile, tu veux dire un mot peut-être sur les dispositifs de la PSH 34 ? Je suis pas super calée sur tous les dispositifs parce qu'il y en a tellement, mais voilà. Après, sur le site internet de la PSH 34, en tout cas, vous aurez l'exemple dans l'héros de tout ce qui peut se proposer en tant que, en tant que dispositif d'inclusion. Mais selon les problématiques des publics, en tout cas, sachez qu'il y a des équipes qui accompagnent, soit mobiles, soit il y a des dispositifs d'appartements accompagnés aussi dans des cas de très grande précarité. Alors, on peut prendre une autre question. Alors, pour le DUOD, faut-il être reconnu MDPH? Alors, je vous laisse peut-être répondre à cette question. Pour faire le DUOD, en fait, il faut effectivement avoir une reconnaissance travailleur handicapé, la RQTH, qu'on a par le biais de la MDPH. Et ensuite, c'est une plateforme où on peut même être OETH. Peut-être que Karen, ça, tu as plus de réponses à cette question. Mais en tout cas, voilà, il y a une plateforme et les gens peuvent postuler sur cette plateforme où les entreprises ont posé des offres pour les journées du DUOD. Oui, et très souvent aussi, on a des référents Cap Emploi, notamment, ou même référents emploi accompagnés, qui sont, on a les coordonnées et souvent ils sont plutôt en accompagnement justement des personnes qui souhaitent faire un DUOD. Mais RQTH sûr. Et après, pour le reste, j'ai pas assez d'informations pour vous dire. Mais ce qui est sûr, oui, c'est qu'il faut une RQTH pour pouvoir après postuler via la plateforme. Parce que la plupart du temps, en fait, c'est les référents Cap Emploi qui accompagnent et qui viennent poser la candidature de la personne qu'ils suivent. Okay. Merci. Très belle initiative de Leroy Merlin, mais savons-nous si d'autres initiatives se mettent en place auprès d'autres entreprises? Alors peut-être que Cécile, je peux te laisser la parole de ce que toi tu perçois et puis moi peut-être en dire un mot aussi. Le DUOD, ça marche vraiment bien et donc on voit quand même qu'il y a des entreprises qui jouent le jeu et qui ont envie de faire découvrir déjà des postes durant cette journée à des personnes en situation de handicap. Après, sur les accompagnements que j'ai, on a vraiment un taux, nous, sur l'emploi accompagné qui est quand même important de remise en emploi. Donc ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis job coach et j'ai plus de 50% des personnes que j'accompagne qui ont maintenant un emploi et donc je pense qu'il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises et le fait qu'il y ait des dispositifs comme l'emploi accompagné, ça rassure et il y a quand même beaucoup d'entreprises finalement qui ouvrent leurs portes à des personnes en situation de handicap psychique ou autre. J'ai d'autres beaux exemples. Par exemple d'un monsieur qui a un handicap physique et qui aujourd'hui est chauffeur de bus alors que toute sa vie il a entendu qu'il ne travaillerait pas. Donc finalement que ça soit des petites comme des grandes entreprises, il y en a quand même pas mal qui jouent le jeu. Peut-être pour compléter, c'est vrai que il y a d'un côté beaucoup de résistance encore de la part des entreprises d'aborder ce sujet-là. Il y a beaucoup de peur et pour toutes les raisons qu'on a évoquées, d'appréhension. Et en même temps, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que il y en a aussi de plus en plus qui effectivement répondent aux plateformes d'emploi accompagnées, qui mettent en place des formations, des sensibilisations de leurs managers pendant les semaines du handicap, mais pas uniquement, et qui abordent progressivement le sujet du handicap psychique, de l'importance de prendre soin de sa santé mentale au travail, de savoir comment faire en tant que manager pour justement aménager les postes, adapter la bonne posture. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même des sujets qui, même si c'est pas satisfaisant et je dirais c'est pas complètement fluide, il y a quand même des vraies avancées sur le sujet. Il y a aussi dans le fil
de discussion, je voyais des personnes qui évoquaient la mise à disposition de personnes qui sont en ESAT, et notamment et aussi tous les ESAT hors les murs, les ESAT de transition aussi. Donc là, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de passerelles et de choses qui sont rendues possibles. Je crois que ce qui est très important, c'est de se dire que plus on multiplie les occasions de se rencontrer, de parler du sujet, de permettre à les personnes de se tester, même si ce n'est pas le job de ses rêves, même si on n'est pas sûr, même si on n'est pas complètement prêt, eh ben, plus on multiplie ça, et typiquement l'exemple de Pierre est très illustrant, c'était pas le job de ses rêves au début, il n'était pas forcément prêt, il y avait encore beaucoup d'anxiété, et finalement 2 ans après, il y a une vraie expérience professionnelle, et peut-être que Pierre changera de job plus tard, mais aujourd'hui il a une belle expérience professionnelle solide sur laquelle il va pouvoir s'appuyer, quel que soit son parcours pour la suite. Donc on a besoin de multiplier ça, et sans être angélique ou dans l'aîné, je pense que c'est quand même des sujets sur lesquels on progresse. Moi, j'ai commencé à travailler là-dessus il y a plus de 10 ans, et c'était complètement tabou et impossible de l'aborder. Et aujourd'hui, c'est quand même plus facile de traiter ces questions-là en entreprise. Alors, une autre question. Merci pour ce témoignage. Bonne route à Pierre. À votre avis, quels sont les points clés de réussite de ce parcours? Il semble y avoir un alignement des bonnes volontés, entreprise, cadre management, équipe aussi, accompagnement de Pierre, accompagnement institutionnel et Pierre lui-même. Du coup, la réussite, c'est aussi parce que chacun des acteurs était sensibilisé au handicap, sans trop de préjugés, et puis prêt à accueillir, point d'interrogation, exclamation. Alors, j'aurais envie peut-être de vous entendre tous un peu sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et Pierre aussi, à votre avis, c'est quoi les points clés de réussite de votre parcours? Je sais pas trop, la bonne volonté, comme Sophie nous dit, c'est dans son message. Après, ouais, la volonté, l'espoir aussi, et le cadre de l'entreprise aussi qui permet de se donner envie, de se dépasser, enfin, d'être au boulot tous les jours, voilà. Je sais pas, elle est un peu confuse la question là. Non, mais on comprend, Pierre, dans ce que vous dites, que finalement, c'est aussi l'atmosphère de l'entreprise et le fait que vous vous y sentiez, que vous sentiez accueilli, qui vous a aussi donné de la force et du courage pour vous engager professionnellement là où peut-être vous n'étiez pas totalement à l'aise au début, quoi. C'est vrai, c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Élodie, Marie-Charlotte, Karen. On peut aussi compléter qu'en plus, on l'a pas précisé, mais Pierre est arrivé en renfort saison, et le magasin, on l'a ouvert il y a maintenant 3 ans. Donc vraiment, il est arrivé dans un contexte assez particulier, assez difficile, hein. L'aménagement, enfin aujourd'hui, j'ai envie de dire, 1 an après, ça serait limite plus facile de l'intégrer que ce que ça a été. Et vraiment, il a été, c'est vraiment un alignement de bonne volonté, parce que le contexte économique à l'époque, avec des progressions d'un magasin d'ouverture, on faisait du plus 10, plus 15% de progression de chiffre d'affaires, avec des équipes peu formées, puisque tout le monde ne venait pas de Leroy Merlin précédent. Donc ouais, c'est vraiment, j'aime beaucoup cette phrase, Sophie, l'alignement de bonne volonté, parce que ça résume bien, voilà, parce que le contexte n'était pas évident pour Pierre, le contexte économique, et puis on recrutait vraiment, enfin on est passé d'un recrutement à 120 personnes, on est 195 en 3 ans, voilà, ça montre déjà l'énorme intégration qu'il y a eu sur le magasin. Donc non, bravo à Pierre, hein, pour ce défi de taille. Et la sensibilisation aussi, c'est vrai que voilà, on prend le temps de parler justement du handicap en général, de sensibiliser, de dédramatiser.
Et de fait, je pense que ça a aussi un impact sur les collaborateurs du magasin et c'est l'objectif aussi. Hein, donc, il a été très bien intégré. Il y a une équipe qui est très bienveillante et c'est aussi les valeurs de l'entreprise aujourd'hui. C'est d'accueillir tout le monde dans la bienveillance et travailler dans la bienveillance. Merci beaucoup. Alors, on reprend une question. Avez-vous des conseils à apporter face aux entreprises ayant des freins dans l'intégration des personnes que nous accompagnons? Alors, c'est quoi? Je me dis, c'est quoi l'argumentaire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment on arrive à convaincre? Convaincre, c'est un peu particulier parce que c'est vrai que nous, on n'accompagne que 20 personnes, je le répète. Et quand on va voir une entreprise avec une candidature où on y croit dur comme fer, il y a un petit peu, on va dire quand même, le commercial. Hein, on va pas dire le contraire. Enfin, moi, je sais que je les connais tellement bien que je mets déjà en avant leur qualité. Le handicap, au début, j'en parle peu. Ou en tout cas, ils savent, par exemple, comme Leroy Merlin, quand Pierre est arrivé, que c'était par le duodé, donc il y avait une RQTH, que Pierre avait une RQTH, mais il savait pas quel handicap Pierre pouvait avoir. Petit à petit, dans les discussions, et grâce à Pierre, enfin surtout Pierre, qui a commencé à être ok d'en parler avec ses termes, avec ses mots. Après, c'est vraiment des conseils. Je pense qu'il faut y aller avec de la conviction, de l'envie et être sûr des gens qu'on propose pour les postes. C'est pas tout beau tout rose, hein. On a quand même beaucoup de refus, mais on a aussi beaucoup de personnes, enfin d'entreprises qui sont ok pour prendre des personnes en situation de handicap et qui voient avec ces personnes-là une ressource pour l'entreprise. Donc voilà, j'ai pas des exemples, enfin des conseils. C'est pas magique. Ouais, c'est pas magique. C'est la rencontre qu'on peut avoir aussi avec une entreprise et un patron qui est peut-être ouvert au handicap. Il m'est déjà arrivé de rentrer dans une entreprise qui m'a dit non mais nous on prendra jamais de personnes en situation de handicap parce que handicapé psychique il peut voler de l'argent et handicapé physique il peut pas porter les colis. Enfin bon, c'était complètement fou. Donc ça existe encore ce genre de réflexion et malheureusement je suis pas magicienne, donc là j'ai pas réussi et de toute façon tant mieux peut-être, mais j'ai pas réussi à leur faire comprendre que c'était pas des stigmatisations, un schizophrène c'est dangereux, non, enfin voilà. Après ça dépend des gens qu'on a en face aussi. Et je répète, voilà, et je répète, j'ai aussi la chance de n'accompagner que 20 personnes, donc de les connaître très bien. Il y en a, il y en a sur les 20 qui malheureusement ne travailleront peut-être jamais puisque c'est compliqué. C'est compliqué et de toute façon même eux ils sont en train de cheminer sur le fait que ils arrêteront peut-être de chercher un emploi parce que c'est trop compliqué pour eux d'aller vers le milieu ordinaire et même le milieu protégé pour certains, mais pour d'autres ils ont tellement de la volonté que c'est après on y va avec ses petites rames et puis voilà. C'est un travail de plaidoyer, en tout cas, cette affaire-là, c'est un vrai travail de plaidoyer. Ce qu'on peut peut-être quand même dire, c'est que quand on apporte des explications, de la connaissance sur le fonctionnement des personnes, pas tellement sur les maladies en tant que telles, les troubles, mais plutôt sur éventuellement l'impact que ça peut avoir dans la vie quotidienne, on s'aperçoit que déjà ça dédramatise le sujet et on éclaire ses interlocuteurs. Je crois que ça, c'est quand même un point important et une grande partie du travail que tu fais, Cécile, c'est d'expliquer en fait comment fonctionnent les gens. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'en termes de déconstruction des idées reçues, le fait de rencontrer des personnes concernées qui sont rétablies, qui sont capables de témoigner de leur parcours, ça permet de fabriquer de l'empathie, on s'identifie et du coup, ça déconstruit aussi les idées reçues et ça permet de mettre un peu moins de distance. Et puis, il me semble quand même que tout le travail des job coachs, c'est quand même de faire du lien et d'apporter de la confiance, c'est-à-dire de quoi
il y a besoin pour que ça fonctionne, pour qu'on crée les conditions de la réussite. Et si jamais, quand bien même, ça ne fonctionnerait pas, ce serait compliqué, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on est là, il y a des points d'appui et ce n'est pas, entre guillemets, une fatalité. Et ben, peut-être qu'on ne va pas y arriver et ce n'est pas, entre guillemets, grave. Je pense que ça permet de relâcher la tension par rapport à ça, de se dire il faudrait qu'on trouve toutes les solutions tout de suite. Et c'est normal, enfin j'ai envie de dire, c'est normal que les employeurs ils aient des questions, des doutes, des appréhensions. C'est des gens comme vous et moi, on a tous des idées reçues, on a tous parfois de la méconnaissance, on est tous pris dans les objectifs, la pression du travail aussi. Et on voit bien comment chez Leroy Merlin, il y a des valeurs et un ADN qui laissent un peu de place à des prises d'initiative. Ce n'est pas toujours le cas. Et en même temps, il ne faut pas se décourager parce que dès qu'on arrive à trouver des contacts, des dialogues, bah souvent, c'est un sujet qui peut intéresser les managers et les responsables des ressources humaines. Donc, persévérance. C'est ça. C'est peut-être ça le mot. Et je me permets de compléter, oui. Il y a aussi dans les freins pour les lever, il y a la période de stage. Oui. Alors certes, exactement. Un stage de 8 semaines, voilà, mais le format de Pierre en 2 semaines, ça permet de découvrir un collaborateur sur 2 semaines et ça met un bon pied à l'étrier dans l'entreprise. Et en 2 semaines, on a le temps de créer des relations, enfin voilà, de montrer ses compétences. Et c'est un super outil. Ouais, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Bonne observation. Alors, on peut prendre encore 2 ou 3 questions. Est-ce qu'une personne en situation de handicap perçoit la même rémunération qu'un employé lambda? Alors, je vous laisse répondre, Karen, peut-être. Alors oui, complètement. Alors après, là où ça peut évoluer, c'est en fonction de l'aptitude à travailler sur un temps plein ou non. Dans ces cas-là, oui, il y a une rémunération qui est en fonction du temps travaillé. Mais sinon, un collaborateur en situation de handicap perçoit exactement la même rémunération qu'un collaborateur qui n'est pas en situation de handicap. Tout à fait. Oui. S'il gagne moins, c'est parce qu'il travaille moins d'heures. Mais au tarif horaire, exactement. La rémunération est la même. On n'a pas le droit ça serait complètement discriminant. Moins rémunérer une personne parce qu'elle est en situation de handicap, c'est de la discrimination. Ok. Question pour Pierre. J'ai entendu que votre accès à l'emploi vous avait permis de développer votre vie sociale. Vos nouvelles relations sont des collègues uniquement ou bien avez-vous pris confiance en vous et développé d'autres relations? Est-ce que vous travaillez à plein temps et est-ce que ça vous convient? Alors, Pierre. Oui, ben moi, je me suis fait quelques collègues. Tous ceux avec qui je travaille, c'est une bonne entente et une bonne relation. Après, d'avoir pris confiance pour avoir d'autres relations, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pense par là, Adeline. Non, pas de plus, quoi. Et après, je travaille à plein temps et ça me convient tout à fait. Moi, je suis content de venir travailler. Je pense que la question, Pierre, c'est est-ce que, du coup, vous avez développé des relations amicales en dehors du travail, pas forcément avec vos collègues? Ah oui. Moi, je pensais si j'avais trouvé une compagne ou un truc comme ça, je croyais. Oui, non, pas forcément, pas forcément amoureux, je pense. Je sais pas, je me suis fait des collègues, on se voit souvent en dehors, ouais. Et est-ce que vous voyez des gens qui ne sont pas des collègues? Ben, vis-à-vis des connaissances des collègues, justement, je découvre, ça m'arrive. Ah oui, d'accord. Après, non, et après, ouais. Ouais, non, j'ai quelques amis en dehors, du coup. Et donc, vous travaillez à temps plein. La seule chose par rapport aux autres salariés de Leroy Merlin, c'est que vos jours de repos sont accolés, ce qui n'est pas forcément le cas pour les salariés de Leroy Merlin. Donc ça, c'est effectivement une organisation. Je fais souvent de la mise en rayon et vu que le lundi, il n'y a pas d'arrivage, ni le dimanche de marchandises, donc du coup, je travaille du mardi au samedi, quoi. Et ça m'arrive de le faire aussi encore aujourd'hui, quoi. C'est ce genre de travail. Et du coup, j'ai le dimanche et le lundi de repos souvent. Voilà.
Je me permets de compléter, c'est quelque chose qu'on a fait au début. Maintenant, il le fait quand même régulièrement, mais dans le cadre de la polyvalence sur un employé logistique chez Leroy Merlin, on peut avoir 9 postes différents avec des horaires différentes. Et maintenant que Pierre a intégré plusieurs polyvalences, il va avoir les horaires qui correspondent à ce poste-là. Donc là, il parle d'arrivage du mardi au samedi. Mais parfois, il est sur le contrôle de la commande client et ça va être du lundi au vendredi. Voilà, ça dépend. Même si majoritairement, il est quand même en repos dimanche, lundi. Voilà. Ouais. Donc, mais c'est pas le seul à avoir dimanche, lundi, puisqu'ils sont plusieurs à être principalement sur la mise en rayon et à avoir dimanche, lundi. Donc ça ne crée même pas d'inéquité dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Il n'est pas favorisé. Voilà, c'est ça. Ou c'est pas perçu comme tel, en tout cas. Voilà. C'est parce qu'il est sur le poste de mise en rayon et cette activité-là se fait du mardi au samedi qu'il a dimanche, lundi. Voilà. Encore une dernière question. Merci pour vos témoignages. Je suis AS, assistante sociale. On nous demande parfois s'il existe une brochure destinée aux entreprises qui indique la qualité de ces accompagnements, inclusion, les durées d'accueil, les intérêts financiers. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que Cécile, tu as connaissance? Non. Non, j'ai pas de connaissance sur une brochure qui pourrait. Non, après, je dirais enfin si, je dirais peut-être le catalogue de l'AGFIP, Méthodia, où il y a toutes les aides que les entreprises peuvent avoir. Peut-être que c'est ça qu'elles demandent, mais en tout cas, il n'y a pas une brochure type avec, en tout cas dans l'Hérault, nous on n'a pas une brochure type avec tous les accompagnements en fonction des handicaps, en fonction de un accompagnement plutôt sur le logement, plutôt sur l'emploi. Enfin, j'ai pas connaissance en de tout tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le site de l'AGFIP, c'est quand même très bien détaillé les accompagnements, à quoi on peut avoir droit quand on est reconnu travailleur handicapé en recherche d'emploi ou en maintien en emploi. Et puis, il y a peut-être quand même des présentations sur les plateformes d'emploi accompagné qui expliquent comment se passe l'emploi accompagné et ce que ça apporte à l'entreprise, les bénéfices. Donc, je pense que c'est plutôt les sites internet de l'AGFIP et des plateformes d'emploi accompagné que vous trouverez ces informations. Après, pour les emplois accompagnés, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sensibilisations auprès des CCAS, auprès du Conseil général. Enfin bref, on a fait plusieurs sensibilisations pour faire connaître le dispositif, qui a des places quand même restreintes. Enfin, en tout cas, nous sur l'Hérault, on est vite sur liste d'attente. Mais malgré tout, on intervient quand même sur les France Travail, dans des CCAS pour présenter le dispositif et ce qu'on peut apporter. On peut apporter aux personnes que cette personne accompagne, que cette assistante sociale accompagne. Mais il n'y a pas de brochure type, quoi. Après, sur le site de l'emploi accompagné, elle peut retrouver des différents emplois accompagnés des régions et des départements. Exactement. Il faut regarder sur les sites parce qu'il y a quand même décrit tout ce qui est emploi accompagné, plateforme d'emploi accompagné, et puis AGFIP. Voilà, on décrit bien. Et alors là, il y a quelqu'un qui parle du guide Néret. Oui, je pense que là, pour le coup, ça concerne tous les types d'accompagnement, pas que. Et puis, dispositif d'accompagnement dans la cadre du PTSM de 95. Oui, effectivement, il y a quand même les projets territoriaux de santé mentale qui peuvent être sur l'accompagnement spécifiquement troubles psychiques, qui peuvent être des lieux ressources aussi. Et puis, sur la partie travail-emploi, il y a le Cap emploi du département qui peut être une ressource aussi en termes d'information sur les accompagnements possibles. On va s'arrêter là. Je suis désolée, je pense qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais je crois qu'il y a des personnes qui ont essayé d'y répondre directement dans le chat. J'espère que, en tout cas, ça a été éclairant. Merci infiniment à vous 5 pour l'énergie, les idées, les envies et l'espoir que vous donnez pour un peu changer le monde et faire avancer ces sujets-là.
On en a besoin parce que même si on essaie d'être optimiste, on sait que voilà, c'est un vrai challenge. Merci infiniment à Pierre en particulier parce que voilà, ce travail de témoignage, c'est pas évident. C'est un vrai engagement de votre part et merci de nous avoir fait confiance. Pierre, on a été très heureux de vous écouter. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci de remplir le questionnaire de satisfaction pour qu'on puisse continuer ces actions-là, les adapter, répondre à mieux possible à vos besoins. Et merci d'avoir été si nombreux à nous écouter et à être présents aujourd'hui. À très bientôt.